Cette émission est entièrement financée par ses auditeurs. Si vous voulez vous aussi soutenir le Rendez-vous Tech, n'hésitez pas à vous rendre sur patreon.com/rdvtech et regardez ce que ça donne. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on prend toutes les news de la semaine, toutes les actualités importantes, toutes les infos, on les passe en revue, on les analyse et on vous les livre dans une version épurée et intéressante et distrayante, j'espère. Mais ça, c'est ce qu'on fait d'habitude. Pour cet épisode, on va faire un truc un petit peu différent, un truc un petit peu spécial, comme on l'a fait par le passé avec des épisodes sur une thématique spécifique comme l'hygiène informatique, comment bien se protéger, la blockchain, on avait fait un épisode sur le sujet, ou encore l'agriculture, la tech dans l'agriculture. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de bâtiments, de construction, de BTP, de travaux publics. Et j'espère que l'épisode va vous plaire, comme celui sur l'agriculture vous a beaucoup plu. J'ai eu énormément de témoignages de gens qui ont dit a priori, j'y allais un peu à reculons parce que je me disais l'agriculture, c'est pas hyper intéressant. Mais au final, l'épisode était passionnant et je l'ai écouté de bout en bout d'un trait. Donc merci pour tous vos témoignages, ça m'a encouragé à essayer de renouveler l'expérience sur une industrie spécifique. Et justement, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux spécialistes de la construction et des BTP. Alors, avant tout, je me présente, Patrick Béja, et maintenant, je présente mes invités, Jean-Paul Baloche et Javier Venegas. Alors, je prononce à la française, parce que tu m'as dit qu'il fallait prononcer à la française, Javier. Bonjour à tous les deux, bienvenue dans l'émission. Bonjour à tous. Merci Patrick de nous accueillir pour ce numéro spécial et en tant qu'auditeur de longue date, ça me fait très plaisir de pouvoir y participer. Merci d'avoir accepté la participation. J'espère que vous n'allez pas être trop nerveux. Vous allez voir, ça se passe bien. On est hyper... En fait, c'est comme je le dis souvent à mes invités, on est assis autour d'une table entre amis et on parle d'un sujet qui nous passionne. Donc là, je pense qu'on est pile dans votre sujet puisque vous travaillez tous les deux dans ce domaine. Jean-Paul, toi, tu es directeur exécutif et Javier, tu es CTO, donc Chief Technology Officer de Novalian. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots ce que vous faites et ce qu'est votre société pour que les auditeurs comprennent un petit peu d'où vous venez? Peut-être commencer par Jean-Paul? Oui, bien sûr. Donc, de manière très rapide, Novalian, en fait, c'est un hub d'innovation dédié au secteur du bâtiment et de la construction. Et en fait, c'est une émanescence d'un groupe qui s'appelle BTP Consultant. Et au sein de ce groupe-là, on a acquis une grande expertise en matière de technologie liée au bâtiment. Et donc, on a décidé d'en créer un hub innovation spécifique. Et donc, mon rôle au sein de ce hub innovation, c'est, tu l'as dit, directeur exécutif. Tu as un historique dans la technologie ou c'est vraiment en tant qu'amateur geek peut-être que tu t'es naturellement dirigé dans ces types de domaines? Non, en fait, moi, j'ai un passé vraiment dans l'IT où en fait, j'ai fait toutes les couches qu'on peut faire au niveau de l'IT ou de l'infra, en commençant par technicien hotline et après en gravissant toutes les marches jusqu'à ce poste-là. Et une vraie adhérence en fait à la technologie. Et le fait de venir dans le secteur du bâtiment, moi je vais l'expliquer un petit peu après, c'est la dynamique est très forte en matière de technicité dans ce secteur qui m'a fait venir et rejoindre cette entreprise. D'accord. Et pour ta part, Javier, tu es donc CTO, donc effectivement, toi aussi, j'imagine que l'IT, l'informatique, c'est ta vie? En effet. Alors, moi, l'IT, c'est une vraie passion. Je pense que le premier PC que j'ai eu, c'est un 386. Ah, ça date un peu, ouais. Voilà. Donc, le premier jeu sur lequel j'ai codé, ça doit être Gorilla, quelque chose comme ça. Alors là, tu dis des choses que même moi, je ne connais pas, donc... Voilà, enfin bref, ça date beaucoup. Moi, c'est un peu différent. Moi, j'ai fini ma licence en France et je suis parti au Canada. Et j'ai fait 10-15 ans en Amérique du Nord. D'accord. Je suis rentré et en rentrant, j'ai travaillé pour une boîte qui travaille
qui faisait un produit autour du bâtiment. Et je me suis rendu compte que la phase dans laquelle était le bâtiment était exactement celle au début des fintech, au tout début. Parce qu'en fait, moi, quand je suis arrivé en Amérique du Nord, c'était exactement ça. C'était le début des fintech. À l'époque, moi, j'y croyais pas du tout. Voilà, je me suis dit, les banques, ils ne sont jamais passé ça. Bah si. Donc, tu as vu le truc passer une fois, tu t'es dit, bon, sur le deuxième coup, je vais peut-être m'impliquer un petit peu plus. Exactement. On me l'a fait une fois, pas deux. Très bien. Ok, donc tous les deux, vous êtes au sein de ce pôle innovation. Donc on est vraiment pile dans le domaine. Parlons déjà peut-être un petit peu du secteur bâtiment, travaux publics, construction. Qu'est-ce qu'on entend? Parce que peut-être il y a des gens qui connaissent le terme, mais pas vraiment ce qui est derrière. On parle vraiment de construction de bâtiments, construction de, je sais pas, de ponts, de parkings, de gares de métro. Est-ce que c'est toutes ces choses-là? Qu'est-ce que ça couvre quand on dit construction BTP, ce dont on va parler en essayant d'explorer les domaines tech qui sont en train de l'envahir? Alors, tu as raison, en fait, le panel est assez large. Et dans le cadre de notre société, en fait, on se focalise un peu plus sur le parti logement et bâtiment pour le tertiaire. C'est là où on a développé une expertise particulière. D'accord, donc des choses qui concernent à peu près tout le monde, les endroits où on va habiter, et puis peut-être des immeubles de bureaux, ce genre de choses, quoi. Exactement. Alors, commençons par le début. C'est ce dont on a parlé quand on était en train de préparer l'émission. Je me suis dit, ça serait pas mal de regarder un petit peu en arrière et de voir comment ça s'est passé dans l'industrie du bâtiment jusqu'à, on va dire quoi, jusqu'à il y a quelques années, le moment où, d'après ce que je comprends, d'après ce que tu dis, Javier, c'est le secteur du BTP s'est réveillé à l'importance et les aspects impactants de la tech, donc peut-être jusqu'à il y a quelques années. Qu'est-ce que c'était la tech dans le BTP? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'informatique est rentrée assez rapidement dans le bâtiment. Assez rapidement, on a commencé à voir ce qu'on appelle des GTC, qui sont des gestions techniques centralisées, soit un ordinateur qui va contrôler toute la technicité du bâtiment. Donc, dans des bâtiments tertiaires, c'est surtout tout ce qui est lumière, tout ce qui est chauffage, ventilation, climatisation, tout ça. Tu veux dire, littéralement, dans le bâtiment, il y a un ordinateur, un serveur qui va contrôler tout ça. On ne parle pas de la conception, là. Non. D'accord. Là, on parle vraiment dans le bâtiment. Assez rapidement, le bâtiment, l'industrie a vu un intérêt réel des ordinateurs. Là, on parle vraiment années 70, 80, par là. C'est vraiment vieux. C'est-à-dire qu'il fait quoi cet ordinateur? Il va vous dire s'il y a une partie de l'immeuble qui est plus alimentée en électricité, il y a le contrôle des ascenseurs, d'accord. Donc c'est pour pouvoir... C'est exactement ça. En fait, ils vont venir, alors c'est pas un seul, c'est un ensemble, c'est un peu découplé, mais c'est exactement ça. Il va permettre d'avoir une vision centralisée de toute l'électronique du bâtiment. Ça veut dire que si je suis dans Mission Impossible et que je dois neutraliser un ascenseur ou l'électricité d'un bâtiment, je vais trouver quelque part dans le bâtiment un ordinateur que je peux allumer ou sur lequel je peux me brancher et hacker le truc et faire genre appuyer sur 4 touches et avoir un scan de la rétine et contrôler la partie informatique du bâtiment. Alors maintenant ça change un peu, mais il y a quelques années, oui, tout à fait. Il y avait un ordinateur, d'ailleurs un ordinateur que jusqu'à quelques années, personne n'osait éteindre, parce que personne ne savait comment le redémarrer. Voilà. D'accord. Et qui allait contrôler tout. Donc, et sur des grands ensembles tertiaires, par exemple tout ce qui touche à la HVAC. Qu'est-ce que c'est la HVAC? C'est la partie climatisation, gestion de renouvellement d'air, tout ça. D'accord. Parce que dans des grands tertiaires, quand tu es au 20e, tu n'ouvres pas ta fenêtre. D'accord. Quand vous dites tertiaire tous les deux, qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement? Parce que je connais... Enfin, c'est les bâtiments simplement... de bureaux. De bureaux, d'accord. Ouais. Ok. Voilà.
Et en fait, il y a des énormes machines, vraiment énormes. Dans le boulot, c'est de chauffer et refroidir l'air, de prendre de l'air extérieur et de le réinjecter à l'intérieur. D'accord. Donc, et du coup, ces grosses machines ont des ordinateurs qui permettent de les superviser et de les configurer. Donc, c'est ce qu'on appelle une GTB, une GTC. D'accord. Donc, voilà. Du coup, la technique IT est rentrée assez rapidement dans le bâtiment. Et ensuite, ça s'est arrêté. D'accord. Ouais, Voilà. j'ai cru comprendre, JP, quand tu me faisais le petit topo, que par contre, pour la conception, on n'avait pas vraiment d'informatique jusqu'à très récemment, et que des choses comme... Enfin, nous, on imagine toujours, quand on pense aux bâtiments et aux plans d'architectes, assez grands plans bleus, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils sont les blueprints, ils sont bleus, peut-être qu'il y a une raison, et à ces trucs-là, et ça marchait vraiment comme ça jusqu'à récemment ? Alors en fait, pendant des années, effectivement, il y avait des architectes au Rotring ou alors avec des logiciels de conception 2D qui permettaient de réaliser les plans des différents bâtiments, des maisons, etc. Et ça, en fait, c'est un processus qui a duré très longtemps et qui est, depuis quelques années, en phase d'être totalement révolutionné par l'arrivée de modèles 3D. Ça veut dire que c'était quand même des logiciels, mais des logiciels en 2D ? Exactement, qui permettait de faire des plans tels qu'on les voit, hein, que tu parlais tout à l'heure de plans bleus un petit peu à l'ancienne, c'est exactement la même chose, sauf que ça permettait de manière vectorielle de pouvoir réaliser des plans, donc de pouvoir réaliser des mesures, et c'est les plans qui servaient de base pour la conception des bâtiments. C'est-à-dire qu'on avait reproduit en informatique ce qui se faisait à l'origine, c'est-à-dire avec du papier et du crayon, on l'avait reproduit dans un logiciel, mais à plat, comme si on avait un papier et un crayon numérique, bien sûr en vectoriel, donc en 3D on pouvait manipuler les objets, mais c'était quand même plan par plan, quoi. On n'avait pas d'axe, de troisième axe. C'est exactement ça. Et est-ce qu'il y avait quand même une logique à ça, parce que toute la chaîne fonctionnait de cette manière, donc c'était plus logique de reproduire ce qu'on avait déjà par ailleurs, pour ne pas, parce que ça aurait changé trop de choses, ou est-ce que c'était simplement que les gens sont restés sur leurs habitudes et ils auraient pu aller plus loin avec de la 3D depuis déjà quelques années, et ça n'a pas été le cas simplement à cause de l'inertie d'une industrie, comme on en a vu dans beaucoup d'industries? Alors c'est un petit peu des deux en fait. Au début, c'était plus une problématique de puissance de calcul des ordinateurs ou des serveurs qui étaient mis à disposition, et donc le coût pour pouvoir faire une transition vers la 3D était très élevé. Moi, j'imagine ensuite, que ça fait une dizaine d'années quand même, peut-être même plus, qu'on a des cartes 3D compétentes pour ce genre de choses. Voilà, et après, donc effectivement, ça s'est démocratisé, et après on est plus sur l'appréhension d'une nouvelle méthodologie, parce que quand on conçoit quelque chose en 2D ou en 3D, ce n'est absolument plus les mêmes méthodes, on n'attend pas la même chose non plus, et on ne va pas exploiter la maquette numérique, puisqu'on l'appelle comme ça en 3D, de la même manière qu'un plan 2D. Donc il y a beaucoup d'apprentissage, il y a de la conduite de changement aussi à faire, et ensuite dans le bâtiment, on a des entreprises qui sont de taille très variable. C'est-à-dire qu'on va avoir des promoteurs très grands et très connus, comme des artisans qui ont peu de moyens. Et il faut que tous ces corps de métier réussissent à travailler ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir une certaine inertie aussi et une vraie conduite du changement à réaliser. Du coup, vous avez vu le truc venir. Est-ce qu'on peut discuter de la manière dont ça s'est passé et qu'est-ce qu'on est en train de voir arriver maintenant dans ce secteur ? Déjà, il y a combien de temps est-ce que le secteur s'est réveillé à cette réalité ? Et ensuite, comment ça s'est manifesté, quoi ? Est-ce qu'il y a eu des gens qui étaient réfractaires, ou alors est-ce que tout le monde s'est réveillé d'un coup et s'est dit bon, ok, il faut qu'on y aille ? Est-ce que ça s'est manifesté dans la conception et dans peut-être qu'on y arrivera après, vraiment dans la conception, je veux dire, et dans la réalité des bâtiments, en intégrant de la technologie dans les bâtiments, autant que en intégrant de la technologie dans les processus de conception. Donc, il y a combien de temps combien de temps est-ce que ça, il y a combien de temps ça a commencé et comment ça s'est passé d'abord peut-être ?
Ok. En fait, moi j'aime bien faire le parallèle aussi avec d'autres industries telles que l'aéronautique ou l'automobile qui ont vécu en fait la même transition avec une conception plutôt 2D puis qui sont passés ensuite 3D et qui ont eu cette période de transition. Pour le groupe BTP Consultant et donc Novaliant, nous on a commencé à travailler sur ce qu'on appelle le BIM, donc pour Building Information Modeling, qui est en fait une conception 3D d'une maquette du bâtiment et de toute la méthodologie, la gestion de projet qui tourne autour. Et en fait, on a débuté il y a à peu près 5 ans maintenant pour appréhender cette nouvelle technologie, voir quelles en étaient les limites, comment on pouvait former en interne nos propres collaborateurs pour les emmener vers cette nouvelle technologie. Et surtout, ça veut dire qu'avant, et là vous étiez au début de la vague, j'ai l'impression, d'après ce que tu dis, il y a 5 ans, les bâtiments n'étaient pas conçus en 3D, et j'ai l'impression que, à moins que je comprenne mal, il y en a encore qui ne sont pas conçus en 3D, qui sont conçus en 2D plane. Alors, l'arrivée du BIM, effectivement, révolutionne beaucoup de choses. Alors, ça fait plus d'années que le BIM arrive, mais on sent vraiment une montée en puissance. Et nous, on l'a analysé il y a déjà 5 ans de ça. Et là, on a une vraie transition et la vague est en train d'arriver dans le secteur. Et donc, ça veut dire que tous les architectes, tous les gens qui travaillent avec ces logiciels doivent se reformer. Est-ce qu'il y a genre 1 ou 2 logiciels qui ont été conçus par des boîtes qui font ça spécifiquement, ou est-ce qu'on est encore en train de chercher, ou des grands groupes peut-être conçoivent leur propre logiciel? C'est quoi? Il y a genre le BIM qui est le plus connu, comme Word ou Excel sur PC. Je vais me faire engueuler par les gens qui font du libre. Ou alors OpenOffice, évidemment, hein, il y a des alternatives, mais il n'y en a pas des tonnes. Ça se passe comment? Alors, il y a 2 démarches qui sont assez similaires à ce que tu viens de citer avec la suite Microsoft ou OpenOffice, qui sont effectivement un éditeur majeur qui a le leadership sur le marché et qui est très représentatif, avec quelques outsiders également. Et en parallèle, on a une démarche qui tourne beaucoup plus autour de l'open, avec des solutions open source qui sont développées et mises à disposition de la communauté. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça permet? Parlons un petit peu concret pour que les gens se fassent une idée de ce que ça veut dire. Est-ce que on se met à pouvoir proposer à des clients des visualisations 3D beaucoup plus facilement de leur bâtiment? Est-ce qu'on a on se prend à rêver d'hologrammes à la Iron Man où tu affiches le bâtiment et sur des projecteurs holographiques quelque part? Bon, j'exagère, mais je veux dire, une fois que tu as le modèle en 3D, ça permet des choses. Quels avantages ça a? En fait, tu n'exagères pas tellement, ah oui, pour être franc. Ah bah pour une fois. En fait, là, on est vraiment sur une partie d'industrialisation. Donc, ce que ça permet en production, donc aujourd'hui, les choses qu'on vend, par exemple, c'est prendre le bâtiment, faire de la formation avec des casques de réalité virtuelle et gamifier. Ah oui, d'accord. Donc vous faites visiter les bâtiments aux clients, quoi. Exactement. On peut dire, on va aller visiter le bâtiment, ou alors on peut dire, on va aller former vos gardiens. Ah, carrément? Bien sûr. Bien sûr. En fait, comme il y a vraiment un modèle, alors ça demande un peu de travail. Bien sûr. Aujourd'hui, la problématique principale, c'est l'industrialisation de la conception. Alors, ça risque de bâcher un peu, mais en fait, en France, les ingénieurs, enfin pas les ingénieurs, les architectes sont très designers, pas vraiment ingénieurs, ce qui est très différent, par exemple, des États-Unis, là où moi je connaissais un peu plus de gens. Et ça veut dire qu'ils sont plus réfractaires au passage à la 3D, ou qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ils sont un peu moins carrés. Ah. Donc, ça fait que les modèles 3D sont pas exactement clean, il y a des problèmes de métadonnées. Ah mais c'est hyper grave ça. Donc, en fait. Non mais c'est bon, oui. le mur porteur, je l'ai mis 2 cm plus loin, mais c'est pas si grave, c'est bon, à 2 cm, ça va rien changer, non? Bon, j'imagine que c'est pas ça. Si, mon Dieu. C'est des choses comme ça, en fait. Alors, c'est pas 2 cm, mais en fait, il faut savoir que la tolérance dans le bâtiment, c'est 1 ou 2 cm. Donc, c'est le niveau de tolérance normal. D'accord.
C'est À la fin, exactement dans ce cas de figure où une entreprise comme BTP Consultant intervient et son rôle, en fait, c'est de vérifier que la conception du bâtiment est conforme à la réglementation française. Donc c'est très normé, c'est très réglementé et on ne peut pas sortir un modèle de bâtiment n'importe comment non plus. Et est-ce que c'est plus important de faire ces vérifications avec, c'est du BIM, donc du Building Information Modeling, qu'avec les vieux logiciels en 2D plan, ou parce qu'en 2D plan, ils le voient plus, ou ils sont plus habitués, donc ils ne font pas les mêmes erreurs, ou c'est toujours nécessaire? ah, ils ont plus l'habitude, Ouais, les d'accord, anciens, ok. en D'accord. fait. Et en 3D, ça peut être un peu compliqué. Hmm. Alors, je sais pas, pour les gens ou pour toi, si tu as déjà fait de la modélisation de 3D pour faire de l'impression, mais ça peut être assez embêtant. Bien sûr, ouais. Voilà. D'accord. Mais alors, Donc, du coup, et ça amène des petits problèmes. Donc, parfois, quand on passe le modèle dans Unity ou dans donc un autre Unity, moteur, le logiciel qui est prévu à la base pour la conception de jeux, c'est ça. et vous pouvez exporter un modèle du logiciel de BIM, l'importer dans Unity, et vous avez donc votre modèle en 3D dans Unity que vous pouvez utiliser pour ce que vous voulez. Ouais, et Exactement. donc parfois il y a des trucs qui collent pas, quoi. C'est ça. Parfois, on a tous les étages où tu as 2-3 cm d'espacement. Donc, on voit de la lumière passer entre les étages. Voilà. D'accord, Donc, c'est pas mal. aujourd'hui, comme la construction n'est pas automatisée, c'est pas grave. Hmm. Voilà, parce que personne va se dire, en fait, là, il y a marqué que c'est à X centimètres. Du coup, je vais essayer de construire dans le vide. Non. Donc, c'est Mais pas grave aujourd'hui. c'est Mais marrant on est parce dans que cette phase d'industrialisation, d'automatisation, pour avoir des modèles qui, demain, et potentiellement littéralement demain, permettront de construire de manière automatisée. donc de l'impression de bâtiments ou comment ça se passe quand tu Exactement. dis c'est-à-dire d'avoir Exactement. on en a parlé dans certaines émissions qu'il y a effectivement des grosses machines spécialisées qui font entre guillemets enfin c'est même pas entre guillemets mais c'est de l'impression de bâtiments en 3D, c'est-à-dire que c'est des énormes machines qui vont avoir des extrudeurs je crois pour poser les murs couche par couche. Et bon, c'est sur des bâtiments bien spécifiques, mais c'est ce type de machinerie qui pourrait du coup à terme, une fois qu'on lui nourrit, enfin qu'on lui envoie dans la machine un plan en 3D, imprimer un gros bâtiment, peut-être étage par étage ou comment ça se passerait? Exactement. En fait, on va avoir deux choses différentes aujourd'hui. En effet, il va y avoir des machines qui font de... Alors, c'est un peu moins de l'extrusion que du jet, mais ils Oui. vont projeter du ciment, enfin, un genre de ciment, Mhm. ou alors une espèce de mousse expansive pour essayer de construire le pourtour. Mais tu as aussi des entreprises qui essayent d'automatiser la pose de briques, Hmm. où tu vas avoir vraiment un robot avec un bras, où tu as un ensemble de briques qui vont rouler dessus, une partie où il va poser du mortier et une espèce de petit bras qui va venir le coller, et ainsi de suite. Ah d'accord, donc c'est vraiment pour le coup le remplacement d'une partie des ouvriers en BTP, parce que j'imagine que c'est ce qu'ils font, quoi. Ils posent la brique, ils Bien mettent du sûr, mortier, ils vérifient exactement. que c'est bien plat comme il faut, et puis ils posent la suivante. Exactement. D'accord. Donc, on est vraiment sur cette partie-là. Et ça, c'est pas En possible à Amérique. faire sans les modèles en 3D, j'imagine. Donc c'est une étape nécessaire. Exactement. Hmm. Exactement. D'accord. Parce que là, vraiment, la machine est autonome. Mais du coup, elle peut construire carrément un mur ou genre aller se balader et construire tout enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais les 4 murs pour poser le toit ensuite. C'est à quel point est-ce que c'est autonome? Alors aujourd'hui, c'est autonome sur de la maison individuelle. Mais sur toute la maison. Oui, Donc il oui, tu peut, as des tu, entreprises qui... Alors, tu as différentes formes, mais en effet, tu vas avoir le bras qui va faire le pourtour de tous les murs porteurs et venir mettre du ciment, poser des briques, poser des espèces de briques compactées de bois Hmm. autour, façon Lego. Donc oui, il y a Et c'est plusieurs approches autour de ça.
Est-ce que, là, du coup, je m'écarte un petit peu de l'aspect automatisation, mais est-ce que c'est comparable au niveau qualité? Est-ce que c'est comme du préfabriqué, ou est-ce que c'est quand même moins bien que une maison faite avec des vrais petits bras humains? Ou est-ce que, là, pour le coup, on est dans le même type de construction, donc que ce soit un bras robotique ou un bras humain, c'est pareil, et c'est la même qualité de construction? Au niveau de la qualité de construction, je ne pense pas qu'on puisse dire tout de suite que c'est exactement la même qualité. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que c'est les premières phases et que le process va s'améliorer, que la technologie va s'améliorer aussi. Et là, on est plus sur de la projection un peu dans le futur. Mais on voit que la naissance a lieu en ce moment. Et là, on a besoin quand même de plusieurs personnes pour surveiller le travail, j'imagine. Et puis ensuite, bien sûr, d'ouvriers pour faire une autre partie de la construction. Mais du coup, on n'a plus du tout besoin de quelqu'un qui va poser les briques et faire ce travail spécifique, répétitif, quoi. Alors ça, c'est la cible à atteindre par les industriels, effectivement. On n'est pas encore complètement là. Mais on peut vraiment faire de la projection à quelques années. Ah d'accord, donc c'est pas non plus... Là, on a des prototypes, quoi. C'est ce que tu dis, c'est pas qu'on se met... D'accord, ok. Tu parlais tout à l'heure, enfin vous parliez tout à l'heure de l'idée de pouvoir faire visiter les bâtiments ou même entraîner les vigiles avec les casques de réalité virtuelle grâce au modèle 3D. Est-ce qu'il y a d'autres applications comme ça, un petit peu surprenantes peut-être, de l'arrivée de la tech dans le domaine, enfin qui pourraient amuser les auditeurs? En fait, le nombre de technologies est assez grand en lien avec le secteur de la construction et c'est pour ça qu'on voit énormément de startups venir sur ce secteur-là. Il y en a qui commencent à travailler, par exemple, sur tout ce qui tourne autour de la réalité augmentée ou de la réalité mixte. Et les use cases, les cas d'application qui sont recherchés, c'est notamment en termes d'exploitation du bâtiment. C'est-à-dire qu'il faut imaginer quelqu'un qui doit intervenir, faire une maintenance quelconque sur un élément du bâtiment et qui va avoir un équipement, quelqu'un Microsoft HoloLens par exemple, sur la tête et sur lequel on va pouvoir venir projeter de l'information sur le réel. Donc la personne va être guidée quelque part pour effectuer son geste technique sur un élément du bâtiment. D'accord, donc ça c'est une application dont on parlait souvent quand on parlait du HoloLens, mais c'est vrai que parfois on regarde le produit et on se dit ouais le champ de vision est un peu trop réduit, le truc est super cher, à quoi ça va servir? Les jeux sont pas bien, mais enfin clairement on évoque souvent le fait que ça a peut-être des applications dans le domaine professionnel. Vous êtes en plein dedans, c'est quelque chose. Alors le HoloLens peut-être spécifiquement parce que c'est celui qui existe aujourd'hui, mais d'une manière générale c'est quelque chose que vous regardez de très près et qui pourrait... quels avantages ça va avoir du coup? C'est le fait de ne pas sortir tous les plans avec lesquels on va se trimballer pour aller faire la maintenance sur un bâtiment, c'est que c'est plus précis. Quels avantages ça a par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui? Déjà, ça va permettre de guider les personnes dans le bâtiment pour qu'elles puissent se rendre sur le lieu où elles ont besoin d'effectuer une intervention. Et bon, enfin ça tu le fais avec ton GPS sur ton téléphone, non? Bon, en indoor, ça peut être un peu compliqué. Ah mais, oui, d'accord, ok, oui, dans ce sens-là, je comprends. Oui. C'est ça. Et puis ensuite, quand la personne va devoir effectuer cette maintenance, elle va avoir quelque part sa notice qui va être projetée en surimpression, en réalité augmentée du coup, et qui va pouvoir la guider pas à pas dans ce qu'elle doit faire. Mais il y a un autre cas d'usage aussi qui a été testé. Attends, excuse-moi, avant qu'on avance, quand tu dis la guider dans ce qu'elle doit faire, pour les gens qui, comme moi, n'ont pas une idée précise de ce que ça implique. Ça veut dire s'il y a de la tuyauterie à réparer, est-ce qu'il y a un mur à casser pour accéder à un truc ou un accès à ouvrir? C'est quoi concrètement en fait? Ça peut être par exemple s'il y a un élément sur lequel la personne doit intervenir, qui a des vannes, il va avoir en surimpression, ça va sélectionner la vanne sur laquelle qu'il doit ouvrir ou fermer et lui indiquer l'action qu'il doit réaliser. D'accord. Et ensuite, il a une checklist qui va pouvoir en fait oralement dire qu'il a réalisé cette action, ça va cocher l'action et ça va passer à la suivante. Et donc c'est vraiment, faut voir quelque chose comme vraiment en surimpression de la réalité. Donc, on revient à Iron Man, quoi. C'est un peu ça. Ouais. Et donc tu dis, et c'est marrant la confirmation vocale. Ça veut dire que sur l'écran, ça lui dit fermer vanne B2, et là il le fait et il doit dire vanne B2 fermée. Tac, ça passe à la suivante. Exactement. L'idée, c'est que la personne qui intervient ait les mains libres pour pouvoir réaliser son action. Bon, j'imagine que là aussi, on est à l'état de prototype. Ça a des conséquences. Enfin, des conséquences. Pour l'implémentation, c'est hyper compliqué. Il faut que pour chaque bâtiment, tu puisses donner au logiciel en question les informations sur ce bâtiment spécifique, qu'ils connaissent tous les types de vannes. J'imagine que c'est standardisé à un certain point, mais c'est quand même presque chaque bâtiment est différent. Donc
Alors en fait, pas sur ces problématiques-là. Ah oui. En fait, aujourd'hui, tu as des startups qui prennent ce qu'on appelle le matériel technique. Donc, c'est en effet des chauffe-eau, euh, des climatiseurs, tout ça. Ils vont voir l'industriel et ils leur disent, alors moi, je vais modéliser votre objet pour que les gens qui font du BIM puissent l'injecter directement dans la maquette. Ah. Et du coup, dans ma métadonnée, je vais mettre qu'est-ce que c'est, quelle est la valve, quel est le truc, quel machin, les liens vers le manuel. Et donc, à ce moment, tu peux, toi, quand tu conçois ton logiciel de réalité augmentée, intégrer toutes les informations sans connaître spécifiquement ce bâtiment, mais tu peux avoir les infos sur le truc à réparer, quoi. Exactement. D'accord. D'où le fait qu'aujourd'hui, la problématique sur laquelle on avance, c'est au niveau de la conception. Pour faire la suite, la conception doit être vraiment carrée. Ouais, et c'est pour ça que les 3 centimètres entre les étages, c'est pas forcément une bonne idée. C'est un exemple, mais oui, il faut être carré sur tout, quoi. Exactement. JP, Donc, Pardon, vas-y, finis. Ah, je disais, et il faut voir aussi que au niveau de l'exploitation des bâtiments, l'exploitation et le suivi de l'exploitation à la minute peut être aussi problématique. Comment ça ? Savoir, par exemple, cas concret que j'avais eu dans l'entreprise où je travaillais avant, où on est intervenu, chez Air France, parce que, eh bien, la direction voulait s'assurer que dans tout un tas de pièces, d'open space, de Roissy, les gens ne se retrouvent pas à 35. Ah, tu veux dire à 35 personnes degrés, dans... Ah, à 35 degrés, d'accord. Dans l'ensemble. Ok. Encore une fois, quand on peut ouvrir des fenêtres, c'est compliqué. Eh bien, là, pour le coup, ça a été résolu avec une application de l'IoT qui permettait de savoir et de faire une boucle de rétroaction pour refroidir plus vite, etc. Mais en fait, potentiellement, au lieu d'avoir des personnes dans le bâtiment qui font ça, ça va permettre d'avoir des centres d'exploitation qui vont pouvoir voir le bâtiment modélisé en 3D avec toute la surinformation, les vidéos, et pouvoir l'exploiter. Et du coup, tu veux dire pour trouver la solution et agir dessus. Oui, et pour agir dessus. Donc, si tout est implémenté déjà dans le bâtiment, c'est une sorte de je sais pas, de call center pour bâtiment. Donc, t'as pas besoin d'y aller pour changer les paramètres. Tu peux le faire depuis ton centre d'exploitation, quoi. Exactement. Et ou alors ouais. ART plus vite. Donc, il y a Encore une sorte fois, à partir du moment où tout est centralisé, on peut mettre des systèmes automatiques qui vont regarder, donc aujourd'hui on appelle ça de l'IA, qui vont aller regarder, vérifier tout le temps et dire, par exemple, ah bah, regarde, là je pense que d'ici un jour, 2 jours, on va avoir un problème. Vas-y. Mais sur comment est-ce qu'on peut, enfin un problème de quoi? Un problème sur un matériel qui marche moins bien problème ou sur en effet, un problème sur du matériel technique, un problème sur de la tuyauterie. Donc on peut avoir aussi des malfonctionnements. D'accord. Donc, et tout ça, ça se monitore. C'est ça. Et donc ça veut dire c'est presque. J'imagine que c'est déjà le cas parce que il y a les constructeurs qui vont signer un contrat d'entretien et de choses comme ça, mais c'est du bâtiment as a service, quoi. C'est presque on vous vend votre truc et puis ensuite on le maintient. D'accord. Exactement. En fait, dans le bâtiment, on a tendance à dire que là où est l'argent, c'est dans l'exploitation. Ouais, c'est pas dans la construction. C'est ça. Et aujourd'hui, en fait, on commence à dire que l'argent n'est pas dans l'exploitation du bâtiment. Il est dans les services qu'on peut prêter aux gens qui
eux utilisent le bâtiment. Mhm. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment du bâtiment as a service, quoi. Je t'ai interrompu tout à l'heure, JP. Tu allais me parler d'autre chose par rapport peut-être au HoloLens ou passer à autre chose. Je veux pas qu'on oublie quelque chose en passant, donc je te redonne la parole. Non, Si tu te souviens il de n'y a quoi il aucun souci. s'agissait. C'était juste un exemple supplémentaire par rapport à la réalité mixte Mm. qui peut parler à beaucoup de monde quand on est par exemple en extérieur. Et ça, c'est une société canadienne qui a développé cette solution-là et qu'on veut savoir exactement où passent les différents tuyaux sous la route. Mhm. Avant de réaliser des actions, bah là, on peut projeter en réalité augmentée ces différents passages de tuyaux avant de faire une action sur la route. Donc là, Mais il y a beaucoup de choses. Et donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que là, on a beaucoup parlé de l'échelle du bâtiment avec le BIM, mais cette translation vers des modèles 3D s'effectue aussi à l'échelle du quartier et à l'échelle de la ville. Et donc, c'est là aussi où ça va révolutionner la manière d'aborder les choses, et notamment quand on a le concept en fait que l'on appelle, et vous connaissez, la Smart City, on est vraiment dans ces enjeux-là. est-ce que c'est encore d'actualité ça? Parce que c'est vrai que d'abord j'ai une question. Comment est-ce que ton modèle va savoir où est le tuyau? Parce que le GPS c'est pas quand même précis au centimètre près. Il y a des émetteurs ou des senseurs sur les tuyaux pour indiquer à une machine extérieure où ils sont, ou comment ça se passe? Alors, dans le détail de la technicité de cette solution, je ne vais pas pouvoir t'apporter D'accord, la ok. Mais réponse. bon, il y a un Je vais truc pas être qui sachant fonctionne. sur cette chose-là, mais par contre, on l'a vu fonctionner sur des salons et c'est assez impressionnant. Ouais. D'accord. Mais donc quand tu parles de Smart City, moi j'ai presque une image du début des années 2000 ou 2010 où c'est un truc genre Smart City, ça va être super bien, on va avoir plein de trucs d'informatique partout, ça va être génial. Et j'ai l'impression que c'est presque passé de mode. Mais toi, tu es en train de me dire que c'est pas du tout le cas. C'est juste que comme souvent, les technophiles voyant des technologies arriver se disent dans 2 ans ou dans 5 ans tout sera comme ça, et en fait ça prend 5 à 10 fois plus longtemps dans la pratique. Est-ce que c'est ce cadre, la Smart City, c'est en train d'arriver, ou ça va arriver bientôt, mais c'est Alors, vraiment c'est vraiment d'actualité, quoi. alors c'est d'actualité, ça va arriver. Et en fait, il y a quelque chose qui est assez révélateur, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs de l'informatique et du numérique qui prennent de la place dans le secteur de la construction et du bâtiment. Et tu as probablement entendu parler de projets de Google ou de Facebook de construire leur propre ville. Et on est vraiment dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment que tout soit interconnecté, interopérable, pour pouvoir donner du service aux usagers. Et donc là, on n'est plus simplement sur des acteurs traditionnels du secteur. Vraiment, toutes les entreprises du numérique sont en train de vraiment basculer sur ce secteur-là. Mais c'est des projets sérieux, concrets, ou c'est juste si on construisait une ville, on le ferait comme ça? Parce que moi, j'avais pas l'impression que ce genre d'idée était vraiment en développement au-delà d'une idée en l'air, quoi. Alors en fait, sur les réflexions, ce qui s'est passé, en tout cas les connaissances que moi j'ai qui travaillent dans des GAFAM, ils m'ont dit qu'ils avaient commencé à regarder qu'est-ce que faisait l'industrie. D'accord. Et très rapidement, ils se sont dit, mais en fait, ils sont pas doués. C'est pas possible. Ouais. Dixit, Google, qui fait son projet à Toronto. Alors, c'est quoi le projet à Toronto? Je t'avoue que je suis pas en fait, au courant. à Toronto, ils sont en train de refaire. C'était toute une allée. Je crois que c'est un truc genre des Champs-Élysées, mais D'accord. au niveau Toronto. Et en fait, ils vont y placer tout un tas d'objets connectés, de caméras, de suivi, pour venir aider, et je pense à long terme, vendre des choses à l'usager. D'accord. Alors, Et ils sont vraiment dans la phase d'exécution. ils sont en train de la construire. Elle a commencé. D'accord. Donc, non, ça y est vraiment. La seule chose, c'est qu'ils se sont dit, en fait, les gens qui étaient dans l'industrie n'ont pas une réflexion que j'appellerais, entre guillemets, ingénieur. C'est encore ce problème dont tu parlais.
des personnages comme Elon Musk, qui s'est dit, en fait, ce que fait la NASA, nous, on peut le faire mieux, moins cher et plus vite. Mhm. Ouais. Et c'est sûr que pour toutes les controverses dans lesquelles est embrouillé Elon Musk en ce moment, force est d'avouer que quand même ce qu'il réussit à faire, c'est impressionnant par rapport à ce que faisaient des gens qui étaient dans ces industries auparavant. Mais pour continuer sur les smart cities, est-ce que vous pourriez tous les deux nous expliquer ce que ça va apporter là encore concrètement, parce que oui, on imagine facilement les caméras partout et les capteurs et tout ça. Et d'ailleurs, ça va donner des cauchemars à certains d'entre nous, mais mettons ça de côté un moment. Qu'est-ce que ça va apporter aux habitants de ces villes d'avoir des rues connectées très concrètement, quoi? Qu'est-ce que ça peut donner? Alors, le premier cas de figure qu'on voit assez rapidement, c'est tout ce qui a trait à la gestion du trafic, par exemple, qui va permettre de pouvoir anticiper les choses, de pouvoir avoir une action réelle sur le trafic des véhicules. Et en fait, au niveau du détail, c'est compliqué d'entrer dans ce niveau de détail, puisque là, on est vraiment dans une phase où on commence à le mettre en œuvre. Et les services et les besoins vont venir être résolus au fur et à mesure. Mais là, quand on parle par exemple de multimodal en termes de déplacement des personnes et de faire en sorte de fluidifier le trafic dans les centres-villes, ce genre de technologie peut aider à atteindre cet objectif. C'est-à-dire régler les feux en fonction de comment ça se passe dans les rues pour s'assurer qu'il y ait autant de voitures qui peuvent circuler que possible. C'est simplement la gestion des feux. J'imagine pas d'autres applications. Je suis pas spécialiste, mais j'imagine pas d'autres applications. J'ai presque l'impression que ça pourrait se faire. Enfin, c'est marrant parce que même pour un technophile, j'ai tendance à me dire ouais, mais bon, ça va, c'est pas la peine d'aller mettre des capteurs de marche dans les trottoirs ou je sais pas des caméras ou des. En fait, ça dépend. Qu'est-ce qu'il y a si sur l'ensemble des trottoirs on met des capteurs qu'aujourd'hui on trouve dans certaines boîtes très gadgets, qui vont venir prendre la variation d'énergie cinétique pour se nourrir et faire d'autres choses. D'accord, donc tu veux dire pour générer de l'énergie en fait avec les pas des gens, ouais. En effet. En fait, la variation majeure que moi je vois, étant geek, nerd, grand amateur de SF, c'est surtout le passage dans la SF où c'est très centralisé. La ville, c'est un réseau. Tu vois, c'est pas une machine, mais c'est un ensemble fermé de machines qui régissent toute la ville. D'accord. En fait, j'ai des images de cyberpunk qui me viennent et c'est pas forcément les plus enthousiasmantes. Mais en fait, c'est pas vers là qu'on va. Ce qu'on voit maintenant, c'est ce qui va croître et ce qui croît aujourd'hui au niveau des IoT. En fait, c'est la distribution des systèmes. On va pas avoir un gros système qui fait tout. On va avoir des milliards de tout petits systèmes qui font un truc bien. Donc ils sont quand même tous connectés, mais c'est pas un système unifié qui est avec un énorme serveur ou un énorme cerveau au centre de la ville qui s'allume en rouge quand il y a un truc qui va pas et qui va déblayer les humains qui posent des problèmes dans la zone secteur 2X, envoyer les robots tueurs pour les dégager. C'est vraiment des petits, c'est de l'IoT quoi, c'est du edge computing, c'est tout ça quoi. Donc, par exemple, dans des pays du Moyen-Orient, avec des constructions plus avancées, chose que certains essayent de penser aujourd'hui, donc tu pourrais avoir des murs, des voiles qui se déploient, qui bougent selon la chaleur, le soleil, le vent. D'accord, pour optimiser la climatisation de l'endroit ou ce genre de choses, quoi. Ou la génération de... Pour améliorer l'expérience utilisateur de la ville. L'expérience utilisateur de la ville, d'accord, ouais, c'est intéressant. Ouais. Quand
Apple, Google, Facebook disent on veut faire notre ville, c'est pas on veut que des gens vivent dedans. C'est pas on veut prélever de l'impôt. Ils s'en foutent. Ils peuvent pas. Enfin, c'est pas ça qui les drive. Ce qu'ils se disent, c'est comment je fais en sorte que mes employés aient une expérience de vie plus simplifiée pour qu'ils soient plus productifs chez moi. Bien sûr. Comment je fais pour rationaliser et pour mieux leur vendre. C'est marrant parce que certains pourraient se dire oui, enfin bon, Google qui construit des villes, on n'y est pas. Et effectivement, bon, au-delà de cette expérience à Toronto, on est vraiment au début. Mais par contre, ils sont tous en train de se mettre à concevoir leur propre campus pour leurs employés. On l'a vu avec Apple, mais Facebook et Google font pareil. Ils conçoivent leur propre campus. Et leurs campus, ils sont tellement grands, c'est pas un petit bâtiment de bureau pour héberger 300 personnes. C'est des trucs qui hébergent des milliers, voire plusieurs, enfin 10 ou 12 000 personnes. Donc c'est limite une petite ville, ouais, exactement. C'est une petite ville américaine. C'est impressionnant, oui. J'avais pas du tout vu les choses de cette manière, et c'est vrai que du coup, même Apple, quand t'as dit Apple, au début, je me suis dit, enfin, Apple, ça les intéresse pas d'aller construire une ville, mais ils l'ont déjà fait, en fait. Ils ont fait cette ville, et ils ont intégré dans leur bâtiment cette philosophie d'expérience utilisateur. Donc, il y a vraiment de ça, quoi. Est-ce que, dans votre industrie, c'est un truc parce que là on commence à s'éloigner un petit peu de la réalité concrète d'aujourd'hui et on rêve un petit peu de ce qui pourrait s'appliquer à l'avenir. Est-ce que dans votre industrie, les gens commencent à réfléchir comme ça, ou est-ce que là on est entre geeks et on y rêve, et concrètement dans l'industrie il y a beaucoup de gens qui sont quand même un petit peu en train de rattraper je sais pas quelle est l'expression, mais de rattraper le train en marche ou le cheval qui court ou un truc du genre? Non, on est vraiment lancé dans l'industrie et on est en phase de concrétisation de tout ça. Donc il y a des choses qui pouvaient paraître assez futuristes, mais qui sont pour l'instant au stade de POC, mais qui sont très bien orientées et qui ont de fortes chances d'aboutir. Donc, POC, c'est Proof of Concept. Proof of Concept, ouais. Voilà, un premier test pour essayer de valider le fonctionnement d'un élément. Et là où on peut dire que les choses évoluent, c'est que tous ces tests, tous ces concepts datent d'il y a quelques années et ont commencé à être expérimentés il y a quelques années. Ce que tu évoquais, Javier, il y a quelques temps, et ce que tu dis, JP, pardon, c'est que pendant des décennies, on n'avait pas tous ces trucs. Donc il y a une effervescence qui est en train d'arriver dans le domaine aussi, quoi. C'est différent, il y a les choses qui ont changé, il y a un truc qui s'est passé. C'est exactement ça, et c'est ce qui est passionnant vraiment dans la période que l'on vit dans ce secteur-là, c'est que les choses bougent très vite, qu'il y a une vraie impulsion du digital, une vraie prise de conscience du secteur, beaucoup de naissance de start-up aussi dans le domaine, comme j'ai déjà dit, mais également des grands groupes, des promoteurs qui cherchent à se réinventer aussi. Qui mettent en avant l'innovation, l'intrapreneuriat, qui essayent d'être beaucoup plus agiles que ce qui pouvait l'être auparavant, et parce qu'ils ont bien vu d'autres secteurs commencer à se faire disrupter, et ils ne veulent pas subir exactement la même chose. Donc c'est pour ça qu'il y a cette effervescence et ce dynamisme en ce moment, et qui est particulièrement motivant. C'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on a vu, comme tu le dis, dans d'autres industries. Et depuis, je dirais, c'est l'automobile dont on a l'impression que c'est le cas aussi. Il y a quelques industries qui ont compris et qui se disent, oula, bon, c'est arrivé à tous les autres. Nous, on va commencer à prendre les choses en main. J'imagine que c'est de là que vient votre pôle d'innovation. Essayer de prendre les choses en main pour justement pas se faire bouffer et au moins accompagner l'évolution et avoir une main sur le volant, quoi. Donc, c'est assez intéressant. Il y a plein d'autres technologies que tu évoquais dans notre préparation, certaines classiques auxquelles les gens penseraient, je crois, comme blockchain pour les contrats, l'intelligence artificielle évidemment, IoT on l'a évoqué, le big data. Il y en a un sur lequel j'aimerais bien qu'on s'arrête avant de passer au futur, là on va carrément rêver un petit peu plus loin, mais
un qui m'a intrigué, c'est la question des scans 3D pour la réhabilitation des bâtiments. Tu me parlais de drones. Est-ce que ça veut dire qu'on envoie, comme dans les films de science-fiction, des drones qui vont se balader tout seuls dans les bâtiments, des drones volants, un petit peu comme on a des Roomba qui se baladent tout seuls dans les appartements pour nettoyer, et qui vont modéliser un ancien bâtiment dont on n'a pas les plans 3D? C'est exactement l'idée. D'accord. Aujourd'hui, il y a des POC, à savoir que se déplacer en 3D dans des espaces fermés, c'est un peu plus compliqué qu'en 2D, donc ça apporte des problématiques. Mais on est vraiment sur cette partie-là. Aujourd'hui, tu as des entreprises qui scannent ce qu'on appelle en nuage de points, mais tu as des entreprises qui commencent à faire la même chose, mais sans passer par le stade nuage de points. Donc, ils vont directement te scanner avec des plans 3D. Je dis des plans, Exactement. c'est-à-dire des polygones en 3D, quoi. Mais tu me disais que c'est hyper important, on est à 1 ou 2 centimètres. Est-ce qu'ils sont suffisamment précis pour scanner un... Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. En fait, sur le drone en lui-même, à partir du moment où il sait son point de début, il va pouvoir, à quelques millimètres, dépendamment de la technologie, se replacer. D'accord. Et avec les avancées qu'on a aujourd'hui au niveau du traitement d'image, en fait, ça va faire que s'améliorer. D'accord. Mais pour l'autonomie de ces drones, est-ce que c'est vraiment genre comme un film? Je sais plus quel était ce film de science-fiction où il y a quelqu'un qui envoyait des boules. Ah, c'était peut-être Alien, le dernier Alien, Oui. je sais plus. Et il envoyait des boules et ça scannait tout avec des petits lasers rouges. Il se déplaçait dans tous les trucs. Bon, il a pas les petits lasers rouges et c'est pas des boules, il a des hélices. Mais tu le poses à un endroit dans le bâtiment et lui, il va faire tout ce qu'il peut indépendamment et il va dire voilà ce que j'ai trouvé et il revient à sa position de départ, c'est ça? En effet. Et je pense qu'on va vraiment aller dans quelque chose d'assez proche de ça, hein. Au lieu d'un seul drone grand, parce que qui dit plus grand, pour avoir plus de temps, D'autonomie, ouais, bien sûr. voilà, des meilleurs capteurs, etc., dit beaucoup plus cher Hmm. et beaucoup plus lent, parce que Ouais. c'est qu'un seul. Avoir 5, 10 qui ont un hive mind, Ouais. qui vont aller mapper l'ensemble du bâtiment et revenir. Oui, en fait, c'est aujourd'hui, c'est des cas de recherche avec des applications, comme peut l'être sur des choses très différentes, mais du Boston Dynamics. Ouais, ouais. Donc oui, là on parle sur des choses, alors on est plus autour de 5 ans, pour avoir quelque chose en production, utilisé par l'industrie, etc. Excusez-moi, il y a Mais, quelqu'un qui tape à côté du venir. micro, ça fait un peu de bruit. Donc, ouais, mais c'est vrai, du coup, enfin, techniquement, il y a rien qui l'en empêche finalement. On a des drones, s'ils fonctionnent aussi précisément, bah oui, t'en fais 4 de plus et ils travaillent ensemble. Il faut le faire, mais c'est pas techniquement inimaginable, quoi. Non. Aujourd'hui, pour tout ça, la plus grande problématique, c'est le côté, comme tu l'as dit, imprécis du GPS. Ouais. Donc, avec le système européen, ça devrait être beaucoup mieux. Pourquoi? Avec Qu'est-ce que ça change? l'amélioration, le système européen va être plus précis. Ah, le GPS, tu veux dire? Oui, Oui, c'est Galileo, non? C'est ça? c'est ça, Ouais, exactement. d'accord. Le système européen, sur la partie publique, va être beaucoup plus précis. Tu sais à combien de précision on est sur Galileo en public ou pas? Je sais plus, mais c'était l'ordre du millimètre ou du centimètre. Ah oui, d'accord, oui, donc on est vraiment ouf. Ouais. Ah oui. Ok. Une dernière chose avant qu'on passe à la partie future de ce qui va se passer peut-être dans un horizon un petit peu plus lointain. Non, on peut y passer. On peut y aller. Alors, dernière partie de l'émission, effectivement. Quel domaine ou quelles applications est-ce qu'on peut imaginer ? Là, on est effectivement un petit peu plus sur de la spéculation, mais pas non plus de l'imagination. On a des pistes qui tendent à nous indiquer que c'est dans cette direction, dans ces directions qu'on se dirige.
qu'est-ce que vous voyez arriver comme type d'innovation ? Alors, il y en a certaines dont on a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus, mais on parlait tout à l'heure, par exemple, de conception. Et on pense qu'on va pouvoir s'orienter de plus en plus vers de la conception de bâtiments, de logements, de manière totalement automatique. C'est-à-dire générée par des algorithmes. Et certaines startups, je pense à une notamment qui s'appelle HABX, qui permet aux futurs acquéreurs de leur logement de décider de l'organisation de leurs pièces, de la taille de chacune des pièces en fonction de leurs propres besoins et problématiques. Et donc ensuite, on peut, pour l'instant, c'est fait manuellement, mais l'objectif, c'est d'avoir des algorithmes qui vont prendre en entrée les besoins des futurs acquéreurs et qui vont générer automatiquement le modèle 3D BIM dont on parlait tout à l'heure. Donc, ah oui, d'accord, c'est pas de la génération aléatoire, entre guillemets, du bâtiment entier, c'est pas ça qui est intéressant. C'est que l'idée, oui, c'est de prendre les besoins ou les designs presque. Moi, je veux 3 pièces de tant de mètres carrés de tel type, et de prendre les appartements de tous les acquéreurs de l'immeuble, et ensuite tu te démerdes pour faire caser tout ça dans un immeuble qui a une taille constructible, quoi, et une forme constructible. Exactement. Et vérifier automatiquement que c'est conforme à la réglementation. C'est assez enthousiasmant ce genre de choses, effectivement. Oui. D'accord, donc ça c'est une piste qui est en train d'être explorée. Quoi d'autre ? Il y a des expérimentations aussi qui sont faites, alors qui sortent un peu du secteur de la construction directement, mais qui relient un petit peu la Smart City dont on parlait tout à l'heure. C'est des expérimentations autour des routes, et notamment de routes solaires. Donc là, il y a notamment la société Colas qui travaille dessus. Alors ça, on est encore dans un truc où on nous en parle depuis des peut-être 20 ans. Là, moi, ma première réaction, c'est ouais, c'est bon, on en a déjà entendu parler, ça va jamais arriver ce truc. Les premiers kilomètres commencent à être réalisés et à être concrets, donc on peut penser que ça arrivera. D'accord, mais et ça c'est quoi ? C'est simplement une route dont on va utiliser la surface pour générer de l'énergie ? C'est ça, exactement. D'accord. Quel avantage ça a par rapport au fait de poser des panneaux solaires ailleurs ? Parce que j'imagine quand même que les panneaux solaires, ça implique un entretien quand même différent, qui va sans doute coûter plus cher, qui est plus délicat. Je suis curieux, pourquoi, si on va poser des panneaux solaires sur les routes, pourquoi ne pas les poser, je sais pas moi, sur les toits de différents bâtiments, ou peut-être parce que concrètement, il faut que les gens peuvent déjà... Enfin, je sais pas. Est-ce que on a une réponse à ça ou... Alors, bon, j'ai pas de réponse directe, mais je pense que c'est juste pouvoir profiter d'espaces qui sont déjà existants et de pouvoir les exploiter au mieux. Et donc, c'est une manière de pouvoir tirer parti de ces lignes droites immenses pour pouvoir en tirer un autre usage. Ouais, d'accord. Bon, c'est vrai que de toute façon, si on veut poser des panneaux solaires ailleurs, on peut déjà le faire. Là, les routes sont déjà là. Ouais. Mais c'est pas... Enfin, moi, j'imagine... Et c'est toute la problématique avec les voitures qui roulent dessus pendant des heures et des jours et des années. Ça marche comment ? Est-ce que tu sais ? Est-ce qu'on a des panneaux solaires qui sont sous une surface de type particulier, ou est-ce qu'on roule sur les panneaux solaires ? J'ai du mal à imaginer comment ça fonctionne. De ce que j'avais suivi, c'est quelque chose de proche de ça. Savoir qu'on va avoir des ensembles photovoltaïques sous une couche protectrice. Donc, et en effet, la surface construite de route, renouvelée tout le temps, est quand même gigantesque. Ouais. Et malgré toutes les voitures qu'on a, et ben ça en fait plein qui restent sans voiture dessus. Ah oui, d'accord, bien sûr, oui. Et du coup, ouais. Et même s'il y en a qui sont endommagés ou machin, bon, tu vas les changer quand tu rafraîchis ta route de toute façon, mais ça en laisse quand même plein qui vont générer de l'énergie pendant ce temps. Donc, Exactement. Et ça permettra aussi de pouvoir plus facilement traquer l'anomalie au niveau de la route. Ouais, parce que tout est la route connecté. est connectée, on sait où il y a un trou, il y a un avarie, où il y a un problème. D'accord. Et donc, c'est centralisé, l'expérience utilisateur améliorée. L'expérience utilisateur, pas mal, on y revient. Ouais, et du coup,
tu me disais, JP, que ces premiers kilomètres sont en train d'être construits. Là, on y est. C'est en train d'être. C'est encore pas du concept, mais enfin de l'essai, ou ils sont vraiment en train d'y aller à fond, quoi. C'est de la production. Non, pour l'instant, c'est encore des essais. On n'est pas encore en production de masse. C'est comme je disais, vraiment les premiers kilomètres qui ils sont en train d'être mis en place. D'accord. Et puis dernier point qui m'a attiré l'œil, tu parlais d'exosquelette aussi, et là bon c'est trop science-fiction pour qu'on n'en parle pas. De quoi il s'agit les pas tant que ça en fait. Le but du jeu, c'est de pouvoir travailler sur le bien-être des personnes qui sont sur les chantiers, les différentes personnes qui ont des choses lourdes à porter ou à déplacer. Et là en fait, ils sont assistés par un système type exosquelette qui va les aider à pouvoir porter des charges sans avoir à d'avoir une force musculaire énorme et donc se faire mal au dos ou aux articulations. Donc ça, c'est des choses qui commencent à exister aussi et on est persuadé que ça va se démocratiser dans le futur. Et tu crois pas que ça va coûter trop cher, que c'est plus simple de faire un robot qui va poser les briques plutôt de donner un exosquelette au type qui va porter les briques pour les poser quelque part ? Aucune idée. Ouais. D'accord. Je pense que là, on est vraiment sur les pas pour arriver vers un système automatisé. Parce que des robots automatiques qui sont pas dirigés par une personne à côté, c'est pas dans 2-3 ans. Ouais. Par contre, pouvoir avoir des systèmes d'exosquelettes pour certaines tâches dans la construction, ça, potentiellement, d'ici 3-5 ans, ça peut arriver. D'accord, on est sur un horizon 3 à 5 ans qui est quand même, c'est avant que les choses ne soient entièrement automatisées. Et du coup, ton ouvrier peut travailler plus facilement, il se fait moins mal au dos, il peut travailler peut-être plus longtemps, plus efficacement. Donc, c'est toujours le moteur de ce genre de choses, évidemment. Mais du coup, ça améliore aussi l'expérience utilisateur, non plus de l'usager de la ville ou du bâtiment, mais carrément du constructeur. Enfin, de l'ouvrier, ouais. Exactement. Ok. Bon, bah écoutez, je pense qu'on arrive au bout de notre exploration de tous ces sujets. Est-ce qu'il y a une chose qu'on a oublié de mentionner, peut-être, que vous voudriez rappeler avant qu'on conclue ? Tu sais, sur le sujet, on est intarissable, donc il y a énormément d'autres éléments et de technologies dont on aurait pu parler, mais c'est vrai qu'il y a un moment où il faut bien s'arrêter. Mais non, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment un secteur en mouvement, très passionnant et en pleine révolution, donc c'est assez sympathique de pouvoir vivre ça. Ok, bah écoute, ce que je vous propose, c'est si justement il y a des gens qui veulent en savoir un petit peu plus, peut-être même des gens qui sont dans ces domaines ou intéressés par les domaines qui voudraient en savoir un peu plus, où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations et peut-être plus d'informations sur ce que vous faites également, avant qu'on se sépare ? Alors, il y a 2 sites internet sur lesquels ces personnes peuvent aller. Donc, il y a le premier qui s'appelle novalian.fr et ensuite notre maison mère, en fait, qui s'appelle btp-consultant au pluriel.fr, où là vous retrouvez aussi un certain nombre d'actions et d'éléments que l'on développe. Super, bah, je vais mettre les liens vers vos 2 comptes Twitter individuels et vers le site, enfin le compte Twitter de Novalian dans les notes de l'émission, comme ça les auditeurs pourront les retrouver s'ils le souhaitent. Merci beaucoup à tous les deux. Avant de se quitter, je vais également rappeler aux auditeurs que je suis disponible sur les réseaux sociaux aussi. Je suis NotePatrick sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Je partage avec vous mes découvertes du moment et mes états d'humeur. Ça peut arriver aussi. Vous pouvez aussi retrouver l'émission sur frenchspin.fr. Si vous voulez laisser des commentaires, vous pouvez le faire là-bas, évidemment. Vous pouvez également soutenir l'émission sur Patreon, patreon.com/rdvtech. Vous le savez, c'est un modèle d'affaires moderne, technologique, innovant, intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de soutenir l'émission financièrement si vous le souhaitez, et si vous ne le souhaitez pas, c'est simple, vous ne le faites pas. Mais l'émission existe grâce à ceux qui choisissent de soutenir. Donc, vous choisissez combien vous donnez, pour combien d'épisodes vous donnez par mois, et vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Donc, c'est vraiment
vraiment le business model du futur. Si vous le pensez aussi, n'hésitez pas à aller sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Pour ma part, je suis a priori, on va voir comment ça se passe, mais a priori en vacances. Donc, je pense que le prochain épisode, pour les 2 prochaines semaines à peu près, vous aurez d'autres hôtes qui vont vous raconter les merveilleuses aventures de la tech pour le rendez-vous tech. Et puis, on se retrouvera vers la troisième tiers d'août. Je reviendrai faire l'animation de l'émission. Si tout va bien, hein, c'est le plan au moment où on enregistre celui-ci. On verra si ça change ou pas. Mais en tout cas, l'émission revient la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, on sera là pour vous reparler de l'actualité tech. Merci encore à tous les deux, Jean-Paul et Javier. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Merci à toi pour l'invitation. Ça m'a fait très plaisir que vous acceptiez. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu et ce qui ne vous a pas plu, soit dans les commentaires, soit sur Twitter, soit etc. Et puis, nous, on se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous. Ciao, ciao.